Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Merci en tout cas de votre fidélité avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude qui est là, qui nous fait coucou Aude. Avec autour de cette table Philippe Bilger aujourd'hui, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, avec Pascal Giral, chef d'entreprise. Et si vous voulez être autour de la table, eh ben vous êtes les bienvenus aussi, bien entendu. Allez tout de suite, le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on va commencer par notre Philippe David national. Avec un sujet qui devrait faire réagir. Oui, alors j'ai lu ce matin dans déjà, la presse... c'est une bonne nouvelle. Oui, que je sache lire, ça c'est déjà un miracle. C'est bien. Que Éric Coquerel, alors je suis pas toujours d'accord avec lui, disait qu'il y avait des gens très fortunés qui ne payaient pas l'IRPP, l'impôt sur le revenu. Il a demandé des documents à Bercy, mais Bercy n'est pas très chaud dans ce domaine. Et moi, je plaide pour une chose, mais je l'avais déjà dit il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans dans Les Vraies Voix. Étonnamment, vous vous répétez. Parce que malheureusement, plus ça va, plus je pense que j'ai raison. Il s'auto-persuade. Je pense qu'aujourd'hui, il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, on le remplacera parce que vu l'état des finances publiques, on peut pas faire autrement. Mais déjà, il y a une chose. C'est vrai que des gens très fortunés, a priori, ne payent pas l'impôt sur le revenu. Mais tout a été fait pour, quand on a fait le PFU, c'est Macron, le prélèvement forfaitaire unique. Moi, je connais des gens qui me disent, Philippe, je ne prends plus de salaire. Je me prends que des dividendes à l'année. Et j'ai 30% d'impôts. Impôts et cotisations sociales, c'est 30%, 12,8% d'impôts et 17,2% de cotisations sociales. C'est-à-dire que même si vous prenez 1 million de dividendes, après s'être acquitté de l'IS, n'oublions jamais, on oublie toujours de comparer des choses. Oui, mais excusez-moi, mais quand vous prenez un salaire, c'est après vous êtes acquitté des cotisations sociales oui, aussi, entre le but brut et net. On est d'accord. Donc ça veut dire que là, vous allez payer, même sur 1 million d'euros, 12,8% d'impôt sur le revenu, alors que le taux la tranche la plus basse, est à 14%. Deuxièmement, il y a en France, seulement 44% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Vous prenez un pays comme l'Allemagne, c'est le double. Alors il y a quand même un souci. Moi je pense qu'il y a 44% de foyers qu'on devrait appeler les couillons en France. Soit dit en passant, parce que c'est inadmissible que moins de la moitié de gens payent l'impôt sur le revenu. Et c'est pour ça, maintenant, avec tous les artifices, il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Et si on a le temps, je vous dirai par quoi je le remplace. Pascal Giral, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et je veux prendre pour exactement le contraire. Je suis pour les vertus contributrices de l'impôt sur le revenu. Alors, moduler un barème parce que celui qui existe à l'heure actuelle n'est peut-être pas tout à fait adapté, mais le supprimer totalement, remplacer par quoi ? Comment ? Pourquoi ? De quelle manière ? Alors que en faire payer à tout le monde, ne serait-ce qu'un peu, c'est un peu concerner la population aux finances de la nation. Mais il faudrait que tout le monde le paye alors. Oui. Alors moi je suis évidemment favorable à ce que tout le monde le paye, comme vient de dire Cécile, c'est-à-dire je pense que la vertu ce serait d'avoir une vraie progressivité. Même si on vous dit que payer la TVA est une sorte d'impôt que tout le monde paye. Mais c'est encore autre chose, c'est la consommation, on peut la réguler. Là, moi je serais d'avis que tout le monde paye, parce qu'on voit bien quand même que quand il n'y a que 44%, dès qu'on parle d'impôts, forcément vous avez le reste de la population qui considère que c'est bien d'augmenter les impôts. Donc première remarque, oui, il faudrait que tout le monde le paye. Tout le monde le paye à proportion, c'est-à-dire évidemment les plus faibles revenus, même qu'un euro symbolique, pour rappeler qu'au fond, on contribue par son travail au financement du modèle social. Maintenant, il y a des pays qui n'ont pas du tout d'impôt sur le revenu et qui s'en portent finalement pas plus mal. Simplement, notre sujet, c'est le fameux financement du modèle social français. Donc, à un moment donné, on a décidé que ça devait porter que sur le travail. Donc, c'est l'impôt, effectivement, sur le revenu qui fait que ça taxe les actifs pour financer tout le reste. Donc, moi, je crois quand même que derrière cette proposition, il y a quelque chose de très intéressant, c'est une remise à plat de la fiscalité, parce qu'on voit bien qu'elle est finalement inégalitaire. Et effectivement, c'est Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, qui a déclaré là dans l'IB qu'il y avait des super riches qui payaient zéro, et on le sait. Le sujet, c'est qu'on va encore faire du populisme à vouloir aller contre très peu de gens qui payent pas l'impôt, mais le sujet, c'est le modèle social, et c'est des milliards à aller chercher. Philippe. Si j'étais égoïste, je dirais je suis à fond pour votre position. Mais vous me connaissez. S'il y a quelqu'un qui est altruiste, c'est bien moi. Bien sûr. Eh bien, non, plus sérieusement, je rejoins ce qu'ont dit nos amis. Le fait que le scandale, c'est que seulement 44% des gens le payent et pas les autres. Et donc, il faudrait, comme vous l'avez dit, Virginie, au moins une petite contribution de tout le monde. Et si je tombais dans le panneau habituel, je pourrais vous reprocher, mon cher Philippe, de remettre au goût
du jour une position qui avait été prise par le scandaleux Jean-Marie Le Pen à une certaine époque. Oui, c'était il y a près de 50 ans, Voilà. plus de 40 ans, Et mais alors, peu importe. vous le remplacez par quoi? Moi, alors, je vais vous dire... Quelles sont vos propositions? J'ai une proposition, mais je vais Allez-y. déjà répondre à nos amis qui disent que tout le monde doit le payer. C'était une proposition qui avait été faite par Marc Blondel, à l'époque où il était le patron de Force Ouvrière, le syndicat, et on lui avait répondu que le coût de faire des dossiers d'impôts dans les centres d'impôts et à Bercy notamment, si vous payiez 10 € d'impôts par an, ça coûtait plus cher et que donc ça n'avait aucun intérêt. Oui, mais là, ça a changé. La numérisation, le prélèvement à la source, etc. Gérer ça a un dossier changé, pour quelqu'un qui va payer 10 €, ça va... On est des professionnels de la collecte d'impôts, mais on va augmenter la base de travail et pour gagner 2 €, ça sert à rien. Alors là, je vais faire scandale. Moi, je suis pour une hausse de la TVA. Parce que la TVA, en fait, c'est un impôt sur le revenu. Je vous prends un exemple. Vous achetez une Twingo d'occasion. Vous payez pas de TVA. Vous achetez une Ferrari neuve. Vous payez 50, 60, 100 000 € de TVA. Et je vous parle même pas du malus écologique. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on dit, la TVA est un impôt sur le revenu. Parce que plus vous avez d'argent, plus vous consommez, plus vous payez. Donc, on me dit que c'est injuste que tout le monde le paye. Non, c'est juste parce que tout le monde le paye. C'est toute la différence. Alors, je ne suis pas complètement opposée à ce que vient de dire Philippe une fois encore, parce que je pense que c'est une des solutions. C'est de comparer aussi les trains de vie et de se dire que quelqu'un qui fait tout un mécanisme hyper complexe pour échapper à l'impôt sur le revenu, oui, mais il consomme et il a un train de vie. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller vers même un forfait, comme d'autres pays le font, c'est-à-dire pourquoi ils accueillent nos riches ailleurs, c'est parce qu'ils disent, allez, il y a un forfait par an et basta, quel que soit le niveau de revenu. Mais c'est intéressant de se dire qu'il faut peut-être changer de modèle, parce que le modèle, il va pas. C'est fini. Malheureusement, c'est fini. Et on attend le gong. Non, on peut. Ah bah disons, il est long le gong. Il reste encore 5 secondes. Bon, ça va. Bon, vous pourriez rendre hommage à ma capacité de persuasion quand même. Ouais, c'est fou. Philippe Bilger, vous dites être favorable à un plaidé coupable criminel à la française. Alors, je n'étais pas favorable à la création des cours de criminels parce que je considérais qu'on voulait se débarrasser du jury populaire. En revanche, je suis assez convaincu par la conférence des procureurs généraux qui ont dit que la double conséquence du mouvement MeToo et justement de l'instauration des cours criminels a augmenté de manière hallucinante le retard en matière criminelle. On ne peut plus supporter que des affaires criminelles soient jugées après des années de retard et par conséquent, il propose un plaidé coupable en matière criminelle à partir du moment où l'accusé reconnaît absolument les faits qui lui sont reprochés. Et je trouve qu'à partir du moment où on a des garanties, homologation par une cour d'assises, ça peut être une manière efficace et sans doute équitable de régler un retard qui est inadmissible pour les victimes ou les familles de ces victimes en matière criminelle parce qu'elles n'auront jamais justice avant des années. Donc il faut être pour. Alors, moi je suis pas pour parce que déjà je pense que... Alors déjà les cours criminels, j'étais pas pour non plus. Moi j'étais pour qu'on maintienne le jury populaire pour les crimes et qu'on maintienne les tribunaux correctionnels pour les délits. Et en plus, le pire, c'est qu'on a délictualisé des crimes. Je pense notamment à des viols qui sont requalifiés en agression sexuelle. Moi, je suis pas pour le plaidé coupable parce que j'estime qu'un palais de justice n'est pas un confessionnal où on va dire voilà mon père, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de plaidé coupable, il y a le pour, le contre et on juge. Voilà. Pascal Giral. Oui, dans votre esprit, Philippe, le plaidé coupable, c'est dans le but de réduire les délais. Notamment, absolument, de simplifier. Et la peine Et la peine La peine, mais on la discute entre un procureur et l'avocat, et c'est homologué par une cour d'assises à partir du moment, j'insiste, où l'accusé reconnaît totalement les faits. Eh bien, on gagne un temps fou et ça n'est pas scandaleux. Donc, semble-t-il. On est dans une position transactionnelle entre le... Voilà. Ok, bah, pourquoi pas. Ouais. Bon, ça n'enlève rien à la faute. Hein, on est d'accord. Non, et puis surtout, ça n'interdit pas de faire des procès selon le vœu de Philippe, criminels, pour des affaires contestées, extrêmement graves, où il n'y a pas d'accord possible. Mais est-ce que quand il y a un accord, il y a une peine qui est diminuée ? Probablement. Aux États-Unis. Alors, c'est pour ça que c'est parce qu'en général, aux États-Unis, oui. Si vous faites plaider coupable, là, je peux vous prendre un exemple. Mais moi, mais j'aimais ça, au contraire. Je vous prends un exemple, Cécile. Dans certains États américains,
pour un crime où vous risquez la peine de mort, vous faites un plaidé coupable, c'est tout de suite jugé perpétuité réelle. Et si vous allez au vrai procès, là vous risquez la peine de mort. Voyez un peu. Donc la peine est diminuée de facto. Dans certains États américains. Mais vous êtes coupable quand même. Ah mais on est bien d'accord. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Mais j'aime énormément le système américain qu'on a compliqué en France. On a déjà un procédé de plaider coupable en matière correctionnelle pour certaines affaires. Et il est très utilisé. C'est très bien de pouvoir avoir une discussion entre une défense et une accusation et de supprimer parfois des infractions un peu superfétatoires. Mais je conçois qu'on puisse franchement, je pense que vu l'encombrement des tribunaux et la justice, c'est une piste quand même très intéressante. Moi, j'irais même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a le plaidé coupable, mais il y a aussi quand il y a zéro doute. Par exemple, je pense au type qui conduisait un camion sur la promenade des Anglais à Nice. On se dit que quand même, si la personne est vivante, elle a un procès qui va coûter des millions, etc. Alors, on dit que pour les victimes, c'est important, mais dans votre cas, il y a procès. Les victimes vont quand même pouvoir effectivement avoir ce processus, mais on gagnerait du temps à dire qu'en fait il n'y a pas de débat. Voilà. Soit parce que la personne a totalement reconnu les faits, soit parce que les caméras, l'ADN, etc. font qu'il y a 100% de certitude. Et je pense que la justice, il me semble, a besoin de se moderniser pour accélérer sur ces sujets, parce que le débat n'a pas de sens en fait. La vraie question, c'est avéré. Comment se fait-il que quand quelqu'un commet un acte délictuel ou un crime en Angleterre, il est jugé à la vitesse grand V, alors qu'en France, ça met des années et des années. Moi, plutôt que changer les procédures, je pense qu'il faudrait les simplifier. Déjà les procédures, les simplifier massivement, notamment pour les forces de l'ordre, parce qu'il manque une virgule, la procédure est annulée. Ça c'est sûr. On est bien d'accord. Et deuxièmement, ça c'est une question de volonté politique, je sais il n'y a plus d'argent, mettre plus de magistrats, plus de greffiers, etc. pour pouvoir juger beaucoup plus vite. Je crois pas, on a le temps là, il reste 50 secondes. Je rejoins absolument Virginie, votre point de vue. Moi, si j'avais été en charge de quoi que ce soit dans ce domaine, j'aurais remplacé les critères judiciaires par est-ce contestable ou incontestable. Et avec votre système, on aurait jugé extrêmement vite un grand nombre d'affaires. Merci beaucoup Philippe Bilger. Et moi j'avoue que je suis pour la criminalisation de la fraude au qui c'est qui l'a dit. Ah oui, vous avez bien raison. Oui, mais alors, et de l'arbitrage à une certaine époque. Merci à vous. Juste petite info, la motion de censure de la France Insoumise a été refusée par les députés. Vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus. On reviendra sur ces agriculteurs qui se sont mobilisés donc ce mercredi à Toulouse malgré l'interdiction de la manifestation agricole. Le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Candelon, a été interpellé ce matin. On en parle avec Christine Bouillot dans quelques instants, qui est en direct avec nous sur place. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.